La pluie fine et persistante de Kaobang avait tout imprégné. La boue, nos uniformes, et même le silence qui pesait entre les hommes du deuxième peloton. C'était une humidité qui glaçait les os, mais la froideur qui émanait du sergent Marcel Dubois était d'une toute autre nature. Je l'ai senti s'approcher avant même de le voir, son pas lourd et autoritaire écrasant la terre détrempée de notre tranchée improvisée. Les autres se sont tus. Ce n'était pas la peur de l'ennemi qui figeait l'air, mais l'attente de la petite cruauté quotidienne qu'il réservait à celui qui ne cadrait pas, à celui qui venait d'un autre monde. Ce soir-là, comme tous les soirs, cet homme, c'était moi. Je gardais les yeux fixés sur le mur de végétation sombre en face de nous, une masse noire et impénétrable qui semblait respirer. J'essayais de ne pas exister, une technique que j'avais perfectionnée au fil des mois, mais son ombre s'est finalement projetée sur moi, coupant la faible lueur de la lune. Le spectacle pouvait commencer. Il s'est arrêté devant moi, sans un mot. Son regard a glissé sur mon fusil MAS-36 posé contre la paroi, puis a dévié vers ma hanche, s'attardant sur la crosse en bois usée de mon revolver, un Colt Peacemaker de 1873, l'héritage de mon grand-père. Le coin de sa bouche s'est relevé en un rictus méprisant. À côté de lui, le soldat Pierre Garnier, son fidèle écho, a laissé échapper un petit rire étouffé, faisant ostensiblement briller son pistolet réglementaire, un MAS 1935, neuf et impersonnel. Je n'ai pas bougé. Mes mains sont restées posées sur mes genoux, mes doigts serrés pour contenir un tremblement que personne ne devait voir. Je me concentrais sur ma respiration, lente et régulière, un rempart fragile contre l'humiliation qui montait. Le silence de Dubois était une arme en soi, une façon de m'isoler, de me désigner à la meute comme une anomalie, une relique d'un temps révolu. Il savourait cet instant, le pouvoir qu'il avait de me réduire à un objet de moquerie sans même avoir à parler, simplement par la force de son dédain. Alors, Buffalo Bill, sa voix a finalement percé le silence, tranchante et chargée de ce sarcasme parisien qui sonnait si faux au milieu de la jungle du Tonkin. On astique le vieux jouet, prêt à jouer au cow-boy avec les jappes? Quelques rires forcés ont parcouru la tranchée, des rires de subordonnés qui cherchaient à plaire, à ne pas devenir la prochaine cible. Je n'ai pas répondu. Mon regard est resté perdu dans l'obscurité. Une image fugace m'est venue à l'esprit. Les mains de mon grand-père, épaisses et ridées, polissant le canon de cette même arme dans la grange familiale, l'odeur du foin, du cuir et de l'huile à canon se mélangeant dans l'air. C'était un monde de labeur et de dignité silencieuse. Un monde où la parole d'un homme et la fiabilité de ses outils comptaient plus que tout. Ce souvenir était mon seul abri, un bouclier invisible contre les maux qui cherchaient à m'atteindre, à éroder la confiance que j'avais en ce qui me restait de mon passé, de mon identité. D'un geste brusque, Dubois a arraché le revolver de mon étui. Il l'a soupesé, une lueur de surprise dans les yeux face à la densité du métal. Il l'a fait tourner entre ses doigts, comme un singe examinant un objet incompréhensible. « Sérieusement, Beaumont » a-t-il poursuivi, s'adressant maintenant aux autres soldats. « Vous imaginez ce paysan arrêter une charge à la baïonnette avec cette antiquité? Ça ne ferait même pas peur à un sanglier des Landes. » Il a ri, un son sec et désagréable. « Ici, c'est la guerre, la vraie. Pas une kermesse de village. Ton truc, c'est bon pour un musée. » Il me l'a presque jeté à la figure. Le canon froid a heurté ma hanche. Une petite douleur vive qui a dissipé le brouillard de mes souvenirs. Ce n'était plus une simple moquerie. C'était un geste de profanation, une attaque contre la seule chose qui me reliait encore à ma famille, à mon père, à tout ce que j'avais laissé derrière moi pour venir me battre ici. J'ai repris le Colt. Mes doigts ont instinctivement trouvé leur place sur la crosse que des décennies d'usage avaient polie. Elle était chaude, presque vivante sous ma paume. Je l'ai remis dans son étui sans un regard pour le sergent. Mon silence, mon absence totale de réaction, semblait le déconcerter, voire l'irriter davantage. Il attendait des excuses, une justification, peut-être même des larmes de frustration. Il voulait une fissure dans l'armure de ce Landais taciturne qu'il ne comprenait pas. Mais j'avais été élevé pour endurer, pour encaisser les coups sans me plaindre, qu'ils viennent d'un cheval rétif ou d'un homme cruel. C'était la loi de notre terre. Le travail est dur, la vie est injuste, et la seule réponse est de continuer à avancer. Pourtant, cette fois,
Une nouvelle sensation s'est installée en moi. Ce n'était pas de la résignation. C'était un froid glacial, une lucidité terrible qui s'insinuait dans mes veines et me disait que quelque chose venait de se briser. La première détonation a déchiré la nuit. Un son sec, étranger. Ce n'était ni un Maes 36 ni un pistolet. Le rictus de Dubois a disparu, remplacé par une incrédulité stupéfaite. Puis la jungle s'est enflammée. Des dizaines de flashs lumineux ont criblé l'obscurité, suivis du claquement des fusils Arisaka. Des balles ont sifflé au-dessus de nos têtes, se fichant dans la terre molle de la tranchée, avec des bruits sourds. Le petit théâtre de l'humiliation venait de prendre fin de la manière la plus brutale qui soit. En une fraction de seconde, il n'y avait plus de sergents parisiens, de soldats lyonnais ou de paysans landais. Il n'y avait que des hommes terrifiés, acculés dans un trou boueux, soudainement égaux devant une mort aveugle et impersonnelle. L'ironie de la situation était si violente, si absurde, qu'un rire sans joie a menacé de monter dans ma gorge. Leur certitude sur la modernité et la discipline venèrent de voler en éclats. Une explosion assourdissante a soulevé la terre à quelques mètres de moi, me projetant violemment contre la paroi. Mon monde s'est réduit à un chaos de bruit, de douleurs aiguës à l'épaule gauche et de goût de terre dans la bouche. Quand la poussière est retombée, le silence qui a suivi était pire que le vacarme. Garnier gisait sur le côté, son pistolet réglementaire à moitié enfoncé dans la boue, à côté de sa main inerte. Plus loin, le sergent Dubois était immobile, les yeux grands ouverts fixant un ciel qu'il ne verrait plus jamais, une tache sombre s'élargissant sur sa poitrine. Les tirs s'étaient tus. À leur place, des gémissements faibles et, plus terrifiants encore, des chuchotements en japonais. Ils étaient proches, terriblement proches. J'étais seul, blessé, et la seule chose à portée de ma main valide était l'objet de leur mépris. Ce n'était pas seulement une limite qui avait été franchie ce soir, c'était un point de non-retour. Les règles de leur monde n'existaient plus. Seules les miennes comptaient désormais. Le froid de la boue sous moi me ramène 5 ans en arrière, à une autre nuit glaciale, celle où mon père, Jacques, est parti. Je me souviens de l'odeur de la terre humide dans la cour de la ferme, une odeur identique à celle de cette tranchée. J'avais 23 ans. Le poids de son silence a remplacé le son de sa voix dans la maison. Du jour au lendemain, les chevaux sont devenus ma seule conversation. Leurs naseaux chauds contre ma main, le cuir usé d'aisselle, le bruit de leurs sabots sur le sol de l'écurie. C'était un héritage lourd, une chaîne de responsabilités que j'ai acceptée sans un mot. Mon père ne se plaignait jamais. Alors je n'ai pas appris à le faire. J'ai simplement continué son travail, enfilant ses bottes qui me semblaient encore trop grandes, sentant le regard de ma mère et de mes sœurs sur mes épaules. C'était mon devoir, la seule chose que je savais faire, endurer, travailler et me taire. C'était ça, être un Beaumont. Ma vie d'avant était une routine immuable, une mélodie simple et prévisible. Le lever avant l'aube, la vapeur qui s'échappait de ma bouche dans l'air froid de l'hiver landais, le contact rugueux de la brosse sur le flanc d'un pur sang, le muscle puissant qui frémissait sous ma main. Je n'avais pas de rêve pour moi-même. Mes ambitions étaient celles de la ferme. Vendre un poulain à un bon prix au haras de Pau, réparer la clôture du grand pâturage, m'assurer que ma mère n'ait jamais à s'inquiéter pour le lendemain. J'ai sacrifié ma jeunesse sans même m'en rendre compte, parce que je ne savais pas qu'il existait autre chose. Je croyais que la récompense du labeur était simplement plus de labeur, et une sorte de paix silencieuse le soir, à table, en voyant ma famille manger à sa faim. Cette paix, ce silence, je l'avais donné. En échange, j'ai reçu le vacarme des moqueries et le vide de l'indifférence. Ma mère, Marguerite, ne parlait pas beaucoup de ses peurs, mais elle flottait dans la maison comme de la poussière en suspension. Je les voyais dans sa façon de repriser mes chemises de travail, ses doigts agiles mais un peu raidis par l'arthrite. Je les sentais dans le poids de sa main sur mon bras quand je rentrais tard des champs. Elle dépendait de moi, et cette dépendance était ma plus grande fierté et mon fardeau le plus secret. Elle n'a jamais dit « ne pars pas » quand l'ordre de mobilisation est arrivé. Elle a simplement hoché la tête, ses lèvres serrées en une fine ligne blanche. Mais son regard disait tout. Il disait « tu es tout ce qu'il nous reste ». Cette image est gravée en moi. C'est pour ce regard-là que j'ai tout supporté ici. La culpabilité d'être loin, de l'avoir laissé,
était une douleur plus sourde et plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Chaque humiliation de Dubois était un rappel que j'avais peut-être échoué à être l'homme qu'elle croyait que j'étais. Mes sœurs, Hélène et Thérèse, étaient la promesse d'un avenir que je ne connaîtrais pas. Hélène, avec ses livres et son rêve de devenir institutrice. Thérèse, dont le rire clair remplissait la cuisine quand elle aidait ma mère. Chaque franc que je gagnais avec les chevaux était pour elle, pour leurs robes, pour leurs études, pour leur donner une chance d'échapper à la terre qui m'avait enraciné. Je les regardais grandir, devenant des jeunes femmes, et je me sentais vieux. J'étais le gardien de leur innocence, le mur silencieux qui les protégeait des dures réalités de notre existence. Mon sacrifice était invisible à leurs yeux, et c'était très bien comme ça. Je voulais qu'elles se souviennent de moi comme d'un frère fort, pas comme d'un homme usé par le travail. C'est peut-être pour ça que j'ai enduré les railleries sur mon revolver, pour préserver cette image, pour ne pas montrer la moindre fissure, même à des milliers de kilomètres de distance. Le Colt, il n'a jamais été un jouet. C'était une histoire, celle de mon grand-père, un homme que je n'ai connu qu'à travers les récits de mon père. Il était parti chercher fortune en Amérique, avait été bouvier au Texas, et était revenu avec cette arme et assez d'argent pour acheter nos terres. Quand mon père me le confiait pour le nettoyer, il me disait « Ce n'est pas le métal qui compte, Louis-Henri, c'est la parole de l'homme qui le tient. » Pour lui, cette arme était le symbole d'une promesse tenue, d'un retour au pays. Elle représentait le courage de partir et la loyauté de revenir. Elle contrastait si fort avec ma vie, si prévisible, si ancrée. Peut-être que je m'y suis accroché parce qu'elle me reliait à une part d'aventure qui manquait à mon existence. Quand Dubois l'a touché, il n'a pas seulement souillé un objet, il a craché sur la légende de ma famille, sur la seule part de rêve que je possédais. Mon engagement n'a pas été un acte de bravoure. Ce fut une soumission silencieuse au destin. L'uniforme était juste un autre vêtement de travail, plus rigide, moins confortable. J'ai quitté la ferme en promettant de revenir, une promesse murmurée à ma mère sur le quai de la gare de Dax. Je pensais que l'armée serait comme la terre, un travail dur, des règles claires, un respect gagné par l'effort. Je m'attendais à trouver une autre forme de famille, une fraternité d'hommes unis par un devoir commun. C'était ma croyance la plus naïve. J'ai découvert un monde de hiérarchie mesquine, où l'origine sociale et l'accent comptaient plus que la force de caractère. J'ai donné ma loyauté sans poser de questions, prête à obéir. En retour, j'ai reçu le mépris. J'ai compris que mon silence, qui était une marque de respect chez moi, était perçu ici comme de la bêtise ou de l'arrogance. Au début, ce n'était pas si frontal. Il y avait des piques, des remarques lancées en l'air par Dubois pendant les marches, des allusions à mes mains de paysan, à ma façon de parler. Garnier, son ombre, ricanait toujours au bon moment. J'ignorais. Je me concentrais sur la tâche à accomplir, pensant que ma compétence finirait par parler pour moi. Il y a même eu un soir, au tout début, où nous avons partagé une ration de vin chaud. Un instant fugace de camaraderie, où j'ai cru que je pourrais trouver ma place. Mais cette normalité a été de courte durée. Dubois a dû sentir que mon calme lui échappait, qu'il n'avait pas de prise sur moi. Alors, la cruauté est devenue plus personnelle, plus ciblée. Il a commencé à m'isoler, à faire de moi l'anomalie du peloton, le bouc émissaire parfait sur lequel les autres pouvaient décharger leurs propres peurs et frustrations. Je me souviens d'une séance d'entraînement au tir, quelques mois avant Kaobang. Nous devions nous exercer avec nos armes de poing. Quand mon tour est venu, j'ai sorti le Colt. Le silence s'est fait. Puis les ricanements ont commencé, menés par Dubois. « Regardez-moi ça, le shérif des Landes. Tu vas mettre 1 minute entière à recharger ton barillet pendant que l'ennemi te découpera en morceaux. » Il a ordonné à Garnier de tirer avec son MAS 1935 juste à côté de moi, pour montrer ce qu'est une arme efficace. Le claquement sec et rapide du pistolet réglementaire a résonné, tandis que le son lourd et puissant de mon Colt semblait venir d'un autre âge. J'ai touché ma cible à chaque fois, avec une précision lente et méthodique. Mais ça n'a eu aucune importance. Ce jour-là, j'ai compris. La vérité n'avait pas de valeur ici. Seule l'apparence comptait. J'ai appris à encaisser, à ne plus rien attendre. La résignation était devenue une seconde peau. Mon silence n'était pas une faiblesse. C'était une forteresse. Dans les Landes, on apprend vite que les mots sont du vent. C'est le geste qui compte, la façon de tenir une fourche,
de calmer un cheval nerveux, de regarder le ciel pour prédire la pluie. On ne se vante pas, on fait. Mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi, mais je le voyais dans sa façon de me laisser la responsabilité du meilleur étalon. C'était sa langue. J'ai essayé d'utiliser cette même langue dans l'armée. Être le premier levé, le dernier couché, porter les charges les plus lourdes sans me plaindre. Je pensais que mes actes parleraient, mais j'étais dans un pays étranger où les gens n'écoutaient que le son de leur propre voix. Mon mutisme les exaspérait, surtout Dubois. Il voulait que je craque, que je crie, que je lui donne le plaisir d'une réaction. En refusant de lui donner ce pouvoir, je gardais la seule chose qui m'appartenait encore, ma dignité. La dernière image que j'ai d'eux, sur le quai bondé, ma mère droite son visage une carte de rides et d'inquiétude, essayant de ne pas pleurer. Hélène, qui tenait son bras, les larmes coulant déjà sur ses joues. Et Thérèse, plus jeune, qui me faisait un petit signe de la main, comme si je partais juste pour quelques jours. Je n'ai pas pu leur dire grand-chose. Juste un « faites attention à vous ». Mais dans mon regard, j'essayais de tout mettre. La promesse de revenir, l'amour que je ne savais pas dire, le poids de la responsabilité que je leur laissais. Ce souvenir est une encre. C'est pour ce tableau, pour ces 3 visages, que je suis resté debout sous les insultes. C'est pour eux que je dois survivre à cette nuit. L'humiliation est temporaire. La mort est éternelle. Et ma promesse de rentrer à la maison est la seule chose qui compte vraiment, ici, dans la boue et le sang. Le retour n'a pas été une célébration. Il n'y a eu ni fanfare ni discours. Juste le grincement familier du portail de la ferme et le regard de ma mère. Un mélange de soulagement et d'une nouvelle anxiété que je ne comprenais pas encore. La maison sentait la même chose. Le bois ciré, la soupe de légumes et une pointe d'humidité tenace. Mais quelque chose avait changé en moi. Le silence de la campagne que j'avais tant espéré retrouver me semblait assourdissant, vide. J'ai posé mon sac dans mon ancienne chambre. Le colt, enveloppé dans un chiffon huilé, a trouvé sa place au fond d'un tiroir, sous mes vieilles chemises. Je l'ai touché une dernière fois, le métal froid contre ma peau. C'était un secret, un poids que je portais seul. Dehors, la vie avait continué, immuable. Les chevaux attendaient leur ration. Les clôtures avaient besoin d'être réparées. Mon rôle était là, intact, comme si je n'étais jamais parti. Le héros de Kaobang n'existait pas ici. Seul le fils, le frère, le travailleur étaient attendus. Les premiers jours furent un brouillard de routine. Je me suis replongé dans le travail comme un homme qui se noie, s'accroche à une épave. Le contact physique avec les chevaux, leur chaleur animale, leur honnêteté brute, était mon seul réconfort. Mais les soirées étaient différentes. Autour de la table, les conversations flottaient au-dessus de moi. Hélène parlait de ses examens pour devenir institutrice, Thérèse du mariage d'une amie du village. Ma mère s'inquiétait du prix du grain. Il ne posait pas de questions sur la guerre, pas les vraies questions. Il demandait si j'avais eu froid, si la nourriture était bonne. Des questions d'enfant. J'essayais de répondre, mais mes mots sonnaient faux. Comment décrire l'odeur de la poudre, le silence après une explosion, le poids d'un camarade mort dans ses bras? Alors je me suis tu, et mon silence, autrefois une force, est devenu un mur qu'il ne cherchait pas à franchir, peut-être par peur de ce qu'il pourrait trouver derrière. La première fissure est apparue 1 semaine après mon retour. Hélène est venue me voir dans l'écurie, un livre à la main. Elle avait besoin d'argent pour des manuels scolaires, une somme importante. Elle l'a demandé avec une légèreté qui m'a glacé, comme si ma capacité à fournir était une ressource inépuisable, naturelle. « C'est pour mon avenir, Louis-Henri », a-t-elle dit avec un sourire qui se voulait encourageant. J'ai regardé mes mains, calleuses et sales de terre. J'ai pensé aux mains de Garnier, inertes dans la boue. J'ai hoché la tête, bien sûr. C'était mon devoir. Mais pour la première fois, ce devoir m'a semblé lourd, injuste. J'avais donné ma jeunesse à cette ferme, risqué ma vie dans une jungle lointaine. Et la première chose qu'on me demandait n'était pas comment j'allais, mais ce que je pouvais encore donner. Ce soir-là, en m'endormant, le visage souriant de ma sœur s'est superposé à celui figé de Dubois. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle ne demandait jamais directement. C'était plus subtil, une usure lente. Elle parlait de la toiture qui fuyait, du tracteur qui donnait des signes de faiblesse, des soupirs,
des regards inquiets jetés vers le ciel. Chaque phrase était une pierre de plus ajoutée à mon fardeau. Je travaillais du lever du soleil jusqu'à la nuit tombée, poussant les chevaux et moi-même à la limite. La fatigue physique était une drogue bienvenue. Elle étouffait les souvenirs qui revenaient en flash la nuit. Mais l'épuisement ne suffisait plus. Je me suis surpris à observer ma mère. Elle me regardait non pas comme son fils revenu de l'enfer, mais comme la solution à ses problèmes. J'étais redevenu un outil, une paire de bras solides, un rempart contre la précarité. L'homme qui avait survécu seul contre 27 soldats n'avait pas sa place ici. Il était trop effrayant, trop étranger. Les conversations se sont raréfiées. Le silence à table n'était plus paisible. Il était tendu, rempli de choses non dites. Ils évitaient mon regard, surtout quand je revenais des champs, le visage creusé par une fatigue qui n'était pas seulement celle du corps. Un jour, Thérèse, la plus jeune, la plus insouciante, m'a trouvé assis sur le banc devant l'écurie, fixant le vide. Elle a hésité, puis a dit « Tu es bien silencieux depuis ton retour ». Elle ne le disait pas comme un reproche, mais comme une simple observation. Pourtant, ces mots m'ont frappé. C'était donc ça qu'il voyait. Un silence. Pas la douleur, pas les fantômes, pas la lutte intérieure pour simplement respirer sans sentir l'odeur de la boue et du sang. J'ai compris à cet instant que nous ne vivions plus dans le même monde. J'étais revenu physiquement, mais mon esprit était resté là-bas, dans une tranchée de Kaobang, et personne ne viendrait jamais m'y chercher. Le contraste entre ce que j'attendais et ce que je vivais est devenu une douleur physique, un nœud permanent dans ma gorge. J'avais rêvé de ce retour, de la paix simple de ma vie d'avant. Je l'avais idéalisé comme un paradis perdu. La réalité était une prison de devoirs silencieux. J'avais donné ma tranquillité d'esprit, ma jeunesse, et j'avais failli donner ma vie en échange d'une place que je devais sans cesse mériter par le labeur. Eux, ils avaient perdu un soutien pendant 4 ans. Moi, j'avais perdu une part de mon âme. L'injustice de cet échange a commencé à germer en moi, non pas comme de la colère, mais comme une triste lucidité. Je les regardais vivre, rire, faire des projets, et je me sentais comme un étranger regardant à travers une fenêtre une famille qui n'était plus tout à fait la mienne. Un soir, un orage a éclaté, violent, rappelant le bruit du mortier. J'ai sursauté à table, renversant mon verre. Le silence qui a suivi a été terrible. Hélène a baissé les yeux sur son assiette, ma mère a épongé le vin avec un chiffon, le visage fermé. Personne n'a dit un mot. Personne n'a posé une main sur mon épaule. Leur gêne était palpable. Ma blessure était devenue un inconvénient, une chose honteuse qu'il fallait ignorer. Ce soir-là, dans mon lit, je n'ai pas pensé aux Japonais. J'ai pensé à mon père. Je l'ai revu, rentrant des champs, le dos voûté, s'asseyant à cette même table, mangeant en silence, trop épuisé pour parler. Il était mort d'épuisement, usé par cette même ferme, par ce même devoir silencieux. Pour la première fois, j'ai vu le chemin tracé devant moi. Ce n'était pas une vie, c'était une lente condamnation. La perception est venue comme une vague lente. J'ai commencé à voir le mécanisme. Le sourire de Thérèse quand elle voulait une nouvelle robe. Les soupirs de ma mère avant de parler d'une dépense imprévue. Les discours d'Hélène sur l'importance de son avenir. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire. C'était une habitude, une certitude ancrée en elle que j'étais là pour ça. Mon sacrifice était devenu leur droit, mon silence, leur confort. Ils avaient institutionnalisé mon rôle de pourvoyeur, tout comme Dubois avait institutionnalisé mon rôle de bouc émissaire. La dynamique était la même. Une personne qui donne tout et les autres qui prennent sans jamais questionner. La seule différence était que l'humiliation à Kaobang était frontale, brutale. Ici, elle était douce, aimante et infiniment plus destructrice. Je me suis mis à les observer comme un entomologiste. J'écoutais leurs conversations, non plus avec le cœur, mais avec l'esprit. Je décortiquais les demandes implicites, les attentes voilées. Je voyais comment ma présence les rassurait, non pas parce que j'étais revenu vivant, mais parce que l'ordre des choses était restauré. Le mulet était de retour à son attelage. Cette prise de conscience n'a pas apporté de rage, juste un grand froid, une immense solitude. Je me suis souvenu du sergent Dubois me jetant le colt à la figure. « Ton truc, c'est bon pour un musée. » Peut-être avait-il raison. Mon sens du devoir, mon héritage de sacrifice silencieux,
Tout cela appartenait à un autre temps. Un temps où le travail et la loyauté étaient censés être récompensés par le respect. Mais le monde avait changé. Ou peut-être n'avait-il jamais été comme je l'avais imaginé. Le point de rupture n'a pas été une dispute. Ce fut une phrase, lancée un dimanche midi. Nous parlions de la ferme voisine, que le vieux Martin, sans héritier, songeait à vendre. Ma mère a dit en regardant son assiette, « Si seulement nous avions les moyens. Avec ces terres en plus, ton avenir et celui de tes sœurs seraient assurés pour de bon. » Elle parlait de mon avenir, mais elle traçait les plans de ma servitude. Elle ne voyait pas un homme de 28 ans qui avait vu la mort de près, mais une force de travail à investir pour les 30 prochaines années. Dans son esprit, mon sacrifice n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un bruit sourd, inaudible pour les autres. Ce n'était pas un os, ni un muscle. C'était une chaîne. Ce soir-là, je ne suis pas descendu dîner. Je suis resté dans ma chambre, la porte fermée. J'ai sorti le colt de son tiroir. Je ne l'ai pas nettoyé. Je l'ai simplement tenu dans ma main, sentant son poids familier. Ce n'était pas une arme de vengeance. C'était un rappel. Le rappel qu'une nuit, dans la boue et la peur, j'avais été capable de choisir. J'avais rejeté les règles des autres pour suivre mon propre instinct. J'avais survécu non pas en obéissant, mais en agissant selon ma propre logique. Le métal froid dans ma paume était une promesse silencieuse. La promesse que je pouvais encore choisir. Le silence dans la maison était pesant. Il devait se demander pourquoi je ne descendais pas. Il ne comprenait pas. Mais pour la première fois depuis mon retour, je n'avais plus besoin qu'il comprenne. Le lendemain matin, je me suis levé avant l'aube, comme d'habitude. L'air était froid et vif. J'ai traversé la cour, mais au lieu d'aller vers l'écurie, j'ai continué vers la route. Je n'avais pas de sac, juste les vêtements que je portais et le revolver glissé dans ma ceinture, sous ma veste. Chaque pas sur le chemin de terre était une décision. Je ne fuyais pas, je ne les abandonnais pas, je me choisissais. Je laissais derrière moi le poids de mon père, le regard de ma mère, les attentes de mes sœurs. Je laissais derrière moi l'homme qu'ils avaient décidé que je devais être. Je ne savais pas où j'allais, ni ce que j'allais faire, mais pour la première fois depuis des années, le silence autour de moi n'était pas un vide. C'était un espace pour respirer, un espace pour commencer. La phrase de ma mère est restée suspendue dans l'air du déjeuner dominical, plus lourde que la chaleur de l'été. Un avenir assuré, le mien. Mais les mots dessinaient les barreaux d'une cage dorée de terre et de labeur. Je n'ai rien dit, j'ai simplement fini mon repas. Le goût de la nourriture s'était changé en cendres dans ma bouche. Je suis monté dans ma chambre, prétextant une fatigue soudaine. Le silence de la maison, autrefois un réconfort, était devenu une accusation. Chaque craquement du plancher, chaque rire étouffé de mes sœurs en bas, me confirmait ma place. J'étais le pilier silencieux sur lequel leur bonheur était construit. Et un pilier ne bouge pas. Il supporte le poids jusqu'à ce qu'il s'effrite. J'ai fermé la porte, et pour la première fois, ce n'était pas pour me protéger du monde extérieur, mais pour me retrouver seul avec la vérité de ma propre vie, une vérité qui venait de m'exploser au visage. Dans la pénombre de la chambre, mes mains ont trouvé le tiroir, puis le chiffon huilé. Le contact du métal froid du colt contre ma paume a été un choc, une encre dans la tempête de mes pensées. Son poids était réel, tangible. Il ne demandait rien, n'attendait rien. Il était simplement là, un outil, une extension de ma volonté. Ce n'était pas l'arme de la mort qui me rassurait, mais le souvenir de la décision qu'elle représentait. À Cao Bang, dans la boue et la peur, tenir cette arme avait été un acte de foi en moi-même, contre la logique et les moqueries de tous. C'était la preuve que j'étais capable de rejeter les règles des autres pour suivre les miennes. Ici, dans le silence ouaté de ma propre maison, l'ennemi n'était pas un soldat en uniforme, mais une attente douce et implacable. Et la seule arme dont je disposais était, encore une fois, ma propre capacité à dire non, même si ce non devait rester silencieux. Une image de mon père s'est imposée à moi, plus nette que jamais. Je l'ai revu, non pas comme le patriarche fort que j'avais toujours vénéré, mais comme un homme épuisé, rentrant des champs le dos courbé, s'asseyant à table sans un mot. Son silence, que j'avais pris pour de la force stoïque, n'était peut-être que l'épuisement d'un homme qui avait renoncé. Il avait accepté le contrat tacite, sa vie contre la sécurité de sa famille. Il était mort à la tâche,
usé par le même devoir qui me dévorait à présent. J'ai compris avec une clarté effrayante que je ne suivais pas ses pas. Je répétais sa condamnation. L'héritage n'était pas la ferme, ni même le revolver de mon grand-père. C'était cette chaîne de sacrifices silencieux, transmise d'un homme à l'autre. Et je sentais le métal froid des maillons se resserrer autour de mon cou, exactement comme il avait dû le sentir lui-même. Je pensais à elle, à ma mère, à Hélène, à Thérèse. Il n'y avait pas de méchanceté dans leur cœur, j'en étais certain. Juste une forme d'aveuglement, une habitude confortable. Elles m'aimaient, à leur manière. Un amour qui reposait sur ce que je faisais, pas sur ce que j'étais. Elles aimaient le fils et le frère qui assuraient, qui protégeaient, qui ne demandaient jamais rien en retour. Mais l'homme revenu de la guerre, celui qui sursautait au moindre bruit et dont les yeux se perdaient parfois dans le vide, cet homme-là les dérangeait. Il ne cadrait pas avec le rôle qu'elle m'avait assigné. Leur indifférence n'était pas une cruauté calculée. C'était un mécanisme de défense pour préserver leur propre tranquillité. Elles ne voyaient pas ma douleur parce qu'elles ne voulaient pas la voir. Et cette vérité était plus désolante que n'importe quelle insulte de Dubois. Le concept de foyer s'est effondré en moi. Pendant des mois, dans les tranchées, j'avais survécu en m'accrochant à des images idéalisées. L'odeur du pain de ma mère, le bruit de la pluie sur les tuiles, la chaleur de l'écurie. J'avais fait de cette ferme un sanctuaire dans mon esprit. Un paradis perdu à retrouver. La réalité était tout autre. Ce n'était pas un refuge, c'était mon lieu de travail, ma responsabilité, ma cage. J'étais revenu non pas pour être soigné, mais pour reprendre mon poste. Rien n'avait changé ici, mais tout avait changé en moi. Je marchais dans les mêmes pièces, accomplissais les mêmes gestes, mais je me sentais comme un fantôme. J'étais un étranger dans ma propre vie, hanté non pas par les morts de la guerre, mais par la personne que j'avais été et que je ne pourrais plus jamais redevenir. Alors, l'attente a cessé. Cette petite lueur d'espoir que je gardais secrètement, l'espoir qu'un jour elle me voie vraiment, qu'elle me demande comment c'était, là-bas, s'est éteinte. Ce fut une mort silencieuse, sans agonie, juste une acceptation froide. Personne ne viendrait me sauver. Continuer à espérer leur compréhension, leur reconnaissance, c'était une forme lente d'autodestruction. Mon silence a changé de nature. Ce n'était plus la soumission d'un homme qui endure, mais la préparation d'un homme qui observe. Je les regardais, à travers la porte, vivre leur vie, et je ne ressentais plus de la frustration, mais une distance infranchissable. C'était comme observer des personnages dans une pièce de théâtre dont je ne voulais plus jouer le rôle principal. Le conflit n'était plus entre eux et moi. Il était devenu existentiel. Rester et disparaître ou partir et peut-être exister. Mes peurs les plus profondes sont remontées à la surface. La peur de la solitude, la peur de vieillir seul, sans famille, sans racines, la peur de devenir un paria, l'homme qui avait abandonné les siens. Ces angoisses, c'étaient comme des mains glacées qui me serrèrent la gorge. Mais une autre peur, plus grande encore, les a balayées. La peur de rester, la peur de voir mon corps se courber comme celui de mon père, mon esprit s'éteindre à petit feu, mon cœur se remplir d'un ressentiment silencieux qui finirait par tout empoisonner. La peur de me réveiller à 50 ans, un homme vide, usé jusqu'à la corde, ayant assuré l'avenir de tout le monde sauf le sien. L'abandon, l'inutilité, la vieillesse. Tout cela m'attendait ici de manière certaine. Partir était un risque, rester était une condamnation. Et j'avais appris à Kaobang que face à une mort certaine, il faut toujours choisir le risque. La décision finale s'est installée en moi, non pas comme une tempête, mais comme un calme profond, après l'orage. Il n'y avait ni colère, ni désir de vengeance, juste une immense et douloureuse tristesse. Je ne les détestais pas. Je pleurais la famille que j'avais crue mienne, l'amour inconditionnel que j'avais espéré mériter. J'ai compris que le plus grand sacrifice n'était pas de donner sa vie, mais de s'autoriser à en vivre une. Je me suis allongé sur mon lit, les mains derrière la tête, et j'ai attendu. J'ai écouté les derniers bruits de la maison qui s'endormait, chaque son familier étant un adieu. Je ne fuyais pas mes responsabilités. Je répondais enfin à la seule responsabilité qui comptait vraiment, celle que j'avais envers le jeune homme qui était parti à la guerre et qui méritait une chance de rentrer vraiment chez lui, où que ce chez lui puisse se trouver. L'aube n'allait pas tarder.
L'aube n'avait pas encore teinté le ciel lorsque mes pieds ont touché le sol froid de la chambre. Je me suis habillé en silence, choisissant mes vêtements de travail les plus robustes, non par habitude, mais pour leur solidité. Je n'ai rien pris d'autre. Pas un sac, pas un souvenir, pas une photographie. Mon seul bagage était le poids familier du Colt Peacemaker, que j'ai glissé dans ma ceinture, sous ma veste, comme un secret vital. Chaque geste était mesuré, délibéré. Le grincement d'une latte de plancher, le déclic à peine audible du loquet de la porte d'entrée. Dehors, l'air humide des landes m'a enveloppé. J'ai jeté un dernier regard non pas vers la maison, mais vers la route qui s'éloignait. Je ne fuyais pas la ferme. Je quittais le rôle qu'on m'y avait assigné. Chaque pas sur le chemin de terre était une affirmation, le début d'une phrase que je n'avais jamais eu le droit de prononcer. La solitude n'était pas effrayante. Elle était simplement l'absence des autres. Ma première destination n'était pas la gare, mais le centre de Dax. J'ai marché les kilomètres qui nous séparaient du bourg, alors que le soleil se levait, éclairant un paysage que je connaissais par cœur mais que je voyais pour la première fois avec des yeux d'étranger. Les champs, les chênes, les fermes isolées. Tout cela composait une vie qui n'était plus la mienne. Devant l'étude de Maître Blanchard, le notaire de la famille depuis 2 générations, j'ai attendu l'ouverture. J'étais calme, d'un calme glacial. La colère s'était dissipée pendant la nuit, laissant place à une résolution froide et pure. Je n'étais plus le fils de Jacques Beaumont venu régler une affaire de bétail. J'étais un homme venu réclamer sa propre existence. Mon plan n'était pas une impulsion, c'était une stratégie de survie, élaborée dans le silence de ma chambre, aussi précise et méthodique que la guérilla que j'avais menée cette nuit-là, à Cao Bang. Mon champ de bataille avait changé, mais les règles restaient les mêmes. Agir ou mourir. Assis face au notaire, dans l'odeur de papier ancien et de cire, j'ai exposé ma volonté sans la moindre inflexion dans la voix. Je voulais ma part. La ferme, héritée de mon père, était une propriété indivise. Je demandais la liquidation de mes droits, la mise en vente de mes parts, que ce soit à ma famille ou à un tiers. Maître Blanchard m'a regardé par-dessus ses lunettes, surpris par ma fermeté. Il a tenté de parler de conciliation, de devoir familial. Je l'ai interrompu d'un geste. « Faites ce que je vous demande, maître. Je veux que tout soit officiel, légal et irrévocable. » Je lui ai donné pour instruction de ne communiquer avec moi que par poste restante, dans une ville que je désignerai plus tard. En sortant de son bureau, j'ai senti qu'une première chaîne, la plus lourde, celle de la terre, venait de se briser. Je n'étais plus le gardien du patrimoine. J'étais un homme en train de négocier les termes de sa propre libération. L'étape suivante fut la banque, le crédit agricole où dormait l'argent de la ferme, et dans un compte séparé que j'alimentais discrètement depuis des années, mes économies personnelles. C'était l'argent des poulains que j'avais dressé en plus de mon travail, les primes que j'avais reçues pour des concours, une petite somme que je destinais à un coup dur, une mauvaise récolte, une maladie. Je me suis présenté au guichet et j'ai demandé à clôturer mon compte. Le caissier, qui me connaissait depuis l'enfance, a froncé les sourcils. « Tout, Louis-Henri ? Tu es sûr ?» J'ai simplement hoché la tête. Il a compté les billets, une liasse épaisse que j'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste. Ce n'était pas une fortune, mais c'était le prix de ma sueur, de mes heures volées au sommeil. C'était mon indépendance. Le poids de ces billets contre ma poitrine était la première sensation concrète de ma nouvelle vie, une vie où je ne devais plus rien à personne. Mon dernier acte dans la région fut le plus douloureux et le plus nécessaire. J'ai pris une correspondance pour Pau, pour le haras national où mon nom était connu et respecté. J'y ai retrouvé un acheteur avec qui mon père avait traité toute sa vie. Je ne lui ai pas vendu les chevaux de la ferme, mais les 2 étalons qui, légalement, m'appartenaient en propre, descendant direct d'une jument que mon grand-père m'avait léguée. C'était le cœur de mon savoir-faire, la fierté de mon travail. Les vendre, c'était comme vendre une partie de mon âme. Mais c'était aussi le seul moyen de transformer mon passé en capital pour l'avenir. La transaction fut rapide. L'acheteur n'a pas posé de questions en voyant la tristesse dans mes yeux. Il a payé en espèces, scellant l'affaire par une poignée de main. En quittant le haras, je n'ai pas regardé en arrière. Je venais de monnayer mon identité d'éleveur pour acheter celle d'un homme libre. Avant de quitter Pau, je suis entré dans un bureau de poste.
J'ai acheté une enveloppe et un timbre. Sur une feuille de papier vierge, j'ai écrit une seule phrase, d'une écriture neutre et appliquée. Je pars. Pour toutes les questions relatives à la ferme, veuillez vous adresser à Maître Blanchard. Pas de mère, pas de sœur, pas de formule de politesse. Juste ce constat, froid et clinique. J'ai adressé l'enveloppe à la famille Beaumont, à l'adresse de la ferme. En la glissant dans la boîte aux lettres, j'ai senti que je coupais le dernier fil, le plus dangereux, celui de la communication émotionnelle. Je leur refusais la possibilité de me faire culpabiliser, de me supplier, de m'appeler au nom du devoir. Mon silence, qu'ils avaient tant ignoré, devenait maintenant une barrière infranchissable, une arme que je retournais contre l'indifférence qu'ils m'avaient si longtemps témoignée. Je ne verrai jamais leur visage à la lecture de cette lettre, puis à la réception du courrier du notaire, mais je pouvais les imaginer avec une précision chirurgicale. L'incompréhension d'abord, puis l'inquiétude, non pas pour moi, mais pour eux-mêmes. Qui allait s'occuper des bêtes? Qui allait réparer le toit? Puis la colère. L'indignation d'Hélène face à cet égoïsme qui mettait en péril ses études. La panique silencieuse de ma mère réalisant que le rempart contre sa précarité venait de s'effondrer. Il chercherait des explications, une raison, mais n'en trouverait aucune qui ne les remette en question. Mon départ n'était pas une attaque, c'était un miroir qui leur renverrait l'image de leur propre dépendance, de leur propre aveuglement. La structure qu'ils croyaient éternelle, fondée sur mon sacrifice tacite, venait de s'écrouler non pas à cause d'un choc violent, mais parce que la pierre angulaire avait simplement décidé de se retirer. À la gare de Pau, je n'ai pas regardé le tableau des départs. J'ai pris un billet pour le premier train de nuit à destination du Sud, Marseille. Le nom sonnait comme une promesse d'anonymat, un port où les histoires personnelles se noyaient dans la foule. Assis dans le compartiment alors que le train s'ébranlait, j'ai regardé les paysages des Landes défiler une dernière fois dans l'obscurité. Je n'ai ressenti ni regret, ni joie. Juste un vide immense, la sensation d'un membre amputé. J'étais entouré d'inconnus et pour la première fois de ma vie, personne n'attendait rien de moi. Je n'étais plus un fils, un frère ou un pilier. J'étais juste un homme dans un train, avec de l'argent dans sa poche et un vieux revolver comme seule compagnie. La liberté avait un goût étrange, un mélange de peur et d'une légèreté presque insupportable. Ma première nuit à Marseille, dans une chambre d'hôtel impersonnelle près du vieux port, fut blanche. Les bruits de la ville, les sirènes, les cris, le ressac, remplaçaient le silence pesant de la ferme. Allongé sur le lit, les mains croisées derrière la tête, je fixais un plafond fissuré. Je n'étais pas heureux. La victoire n'avait pas le goût que j'imaginais. C'était une paix amère. La paix d'un soldat après une bataille fratricide. J'avais survécu, mais à quel prix? J'avais dû détruire le monde que j'avais passé ma vie à protéger pour pouvoir enfin respirer. L'épuisement qui m'a finalement gagné n'était pas physique. C'était la fatigue de 28 années de silence, de devoirs et d'attentes non comblées. Pour la première fois depuis mon retour d'Indochine, je me suis endormi sans la peur de me réveiller pour un travail qui n'était pas le mien. Mon action n'avait pas été une vengeance. C'était un acte de survie, aussi brutal et nécessaire que celui qui m'avait permis de tenir jusqu'à l'aube à Cao Bang. Je ne leur avais rien pris, qu'ils n'aient déjà considéré comme acquis. J'avais simplement retiré ma mise de la table, en les forçant à se confronter à la réalité de leur propre existence sans mon soutien. Je leur offrais, ironiquement, une forme de liberté, la liberté de devenir responsable d'elles-mêmes. J'avais renoncé à mon rôle de serviteur, un rôle qui m'aurait tué à petit feu, comme il avait tué mon père. Le Colt, posé sur la table de chevet, semblait me regarder dans la pénombre. Il ne symbolisait plus seulement l'héritage d'un aïeul aventureux, mais la preuve tangible de ma propre capacité à choisir. Il m'avait sauvé la vie une première fois par le feu. Il venait de me la sauver une seconde fois par le silence. Les premières semaines à Marseille furent un long silence. Pas le silence pesant de la ferme, mais un silence anonyme, rempli des bruits de la ville qui ne me concernaient pas. Le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux, les cris des vendeurs de poissons, les sirènes au loin. Chaque jour, je me rendais au bureau de poste, le cœur serré, m'attendant à trouver une lettre chargée de fureur, une explosion de reproches. Mais pendant 10 jours, il n'y eut rien. Ce vide était une réponse en soi,
plus déstabilisantes que des insultes. J'imaginais le choc, l'incrédulité, la paralysie qui avait dû s'emparer de la maison. Mon départ n'avait pas été un cri, mais une disparition. J'avais effacé ma présence physique et sonore, et leur silence en retour était le premier écho de cette absence. C'était une guerre de silence qui commençait, et pour la première fois, j'avais choisi le terrain. Je n'attendais plus leur permission, leur compréhension. Je les attendais, eux. La première lettre qui arriva n'était pas de ma mère. C'était l'écriture appliquée et nerveuse d'Hélène, étalée sur 4 pages. C'était un réquisitoire, un torrent de culpabilité habilement déguisé en inquiétude filiale. Elle décrivait notre mère, malade de chagrin, passant ses journées à regarder par la fenêtre. Elle parlait de Thérèse, perdue et en larmes. Elle m'accusait d'un égoïsme monstrueux, d'avoir trahi la mémoire de notre père, d'avoir détruit leur avenir pour un caprice. Pas un mot pour me demander comment j'allais, ni pourquoi j'étais parti. J'étais le monstre, le déserteur, l'unique responsable de leur malheur. Chaque phrase était conçue pour réactiver le vieux mécanisme du devoir, pour me faire ployer sous le poids de la honte. J'ai lu la lettre 2 fois, froidement, comme un rapport de bataille. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée. Je n'ai pas répondu. Mon silence était ma seule défense contre ces mots, une armure qu'elle ne pouvait pas percer. Quelques jours plus tard, un télégramme. 3 mots griffonnés sur le papier bleu pâle. Reviens, ta mère. C'était sa signature, son essence. Pas une supplique mais un ordre. La voix de la matriarche, celle qui n'avait jamais eu besoin de demander, seulement d'exiger par sa simple présence, par ses soupirs calculés. C'était l'ultime tentative de faire appel à l'homme que j'avais été, le fils obéissant qui aurait tout quitté pour répondre à cet appel. Mais cet homme était mort. Il était mort dans la boue de Cao Bang, puis il avait été enterré une seconde fois sous le poids de leur indifférence à mon retour. Je tenais ce petit morceau de papier dans ma main, et je n'ai ressenti qu'une immense lassitude. Le lien était rompu. L'autorité de ces mots ne fonctionnait plus. J'ai froissé le télégramme et l'ai laissé tomber dans une poubelle du port, parmi les détritus et les filets de pêche usés. C'était là sa place désormais. J'ai trouvé du travail sur les quais, un travail de force, simple, brutal. Charger et décharger des caisses, des sacs de grains sous le soleil écrasant. Personne ne connaissait mon nom de famille. J'étais Louis ou le Landais, à cause de mon accent tenace. Mes compagnons de labeur étaient des hommes comme moi, des hommes sans passé ou avec un passé qu'ils préféraient taire. Des Corses, des Italiens, des Espagnols qui avaient fui Franco. On ne se posait pas de questions. La seule chose qui comptait était la force de tes bras et ta capacité à tenir le rythme. Pour la première fois de ma vie, j'étais jugé non pas sur ce que je représentais ou sur ce que je devais, mais sur ce que je faisais, ici et maintenant. Cet anonymat était une libération. Chaque caisse que je soulevais était un poids de moins sur mes épaules. Je rentrais le soir dans ma chambre, le corps brisé de fatigue, mais l'esprit étrangement léger. Je gagnais ma vie, ma propre vie. La lettre de Maître Blanchard est arrivée un mois plus tard. Elle était factuelle, dénuée d'émotion. Il m'informait que, face à leur incapacité à racheter ma part, la procédure de mise en vente de la ferme était officiellement lancée. Il ajoutait une note personnelle, presque à contre-cœur. Il décrivait la panique de ma famille. Hélène était venue le voir, passant des larmes aux menaces, l'accusant de complicité dans la destruction de leur foyer. Ma mère, fidèle à elle-même, s'était murée dans un silence hostile, refusant toute discussion. Et Thérèse, notait-il, était restée en retrait, silencieuse, le visage fermé. Ces mots ont dessiné une scène que je pouvais voir avec une clarté douloureuse. Je n'ai ressenti aucune victoire, seulement le goût amer d'une amputation nécessaire. La loi était désormais de mon côté, une force impersonnelle qui validait la finalité de ma décision. Je n'avais pas seulement quitté une maison, j'avais déclenché un mécanisme qui la démantelait pierre par pierre. Un soir, le patron de mon modeste hôtel est venu frapper à ma porte. Il y avait un appel pour moi d'une cabine téléphonique de Dax. J'ai su immédiatement. La voix de Thérèse, à travers la friture de la ligne, était à peine un murmure. « Louis-Henri, c'est moi. » Il y a eu un long silence seulement rempli par le bruit d'un jukebox derrière elle. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a posé la seule question qui comptait. Pourquoi ? Comment expliquer des années de silence et d'usure en quelques secondes ?
Comment décrire le froid qui s'était installé dans mon cœur? J'ai écouté son souffle, imaginant son visage, la peine dans ses yeux. Je ne peux pas, ai-je répondu, la gorge serrée. Je ne peux pas l'expliquer. Prends soin de toi, Thérèse. J'ai raccroché doucement. C'était un acte d'une cruauté infinie, mais aussi la seule forme de pitié que je pouvais lui offrir. Lui laisser un espoir aurait été la condamner à une attente vaine. La vente s'est conclue à l'automne. Maître Blanchard m'a transféré une somme qui m'a paru irréelle. C'était la valeur de la sueur de mon père, de mon grand-père, la mienne. En regardant les chiffres alignés sur le carnet de banque, je n'ai pas ressenti la joie d'un homme riche, mais le vertige d'un homme déraciné. Cet argent était la preuve tangible de ma rupture, le prix de ma liberté. C'était le capital de départ pour une nouvelle vie, une vie qui n'avait plus de fondation. J'ai quitté les quais. J'ai utilisé une petite partie de cette somme pour louer un appartement décent, m'acheter des vêtements qui n'étaient pas des habits de travail et m'inscrire à des cours du soir. Le reste de l'argent est resté à la banque, dormant comme un volcan éteint. Il ne représentait pas un avenir de loisirs, mais la garantie que plus jamais personne ne pourrait me tenir par la nécessité. Un an plus tard, une lettre m'est parvenue, transmise par le notaire. L'expéditeur était un voisin de la ferme, un vieil homme qui avait bien connu mon père. Il ne me jugeait pas, il me donnait des nouvelles, simplement. Ma mère et Thérèse avaient emménagé dans un petit appartement à Dax. Hélène était partie à Paris, coupant les ponts. Il décrivait la ferme sous ses nouveaux propriétaires, avec une sorte de mélancolie distante. Puis à la fin, il a ajouté une phrase qui a fait écho en moi comme un coup de tonnerre silencieux. Ton père parlait souvent de partir, tu sais, quand il était jeune. Il ne l'a jamais fait. En te voyant agir, je crois que j'ai compris pourquoi il en rêvait. Cette simple phrase, venant d'un homme qui avait été le témoin silencieux de la vie de mon père, a été la première véritable validation que j'ai reçue. Ce n'était pas une approbation, mais une reconnaissance. La reconnaissance d'une chaîne que j'avais osé briser. La vie a pris un nouveau rythme. Les cours du soir sont devenus le centre de mon existence. J'apprenais la mécanique, la gestion. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Je découvrais que le monde était plus vaste qu'un pâturage, et que ma valeur ne se mesurait pas au nombre de chevaux que je pouvais dresser. Mon silence, qui avait été interprété comme de la bêtise ou de la soumission, était maintenant perçu comme de la concentration, de la réflexion. Je prenais la parole rarement, mais quand je le faisais, c'était pour poser une question précise, pour apporter une remarque pertinente. Les autres m'écoutaient. Je n'étais plus défini par mon héritage familial, mais par ma curiosité et ma volonté d'apprendre. Lentement, sans même m'en rendre compte, je construisais une nouvelle identité, une identité choisie, sur les ruines de l'ancienne. À Marseille, j'ai fini par trouver d'autres hommes comme moi, des vétérans d'Indochine, des rescapés qui portèrent la guerre dans leurs regards. On se retrouvait dans des petits bars près du port, et on parlait peu. On n'avait pas besoin de mots pour se comprendre. Un jour, l'un d'eux, un ancien légionnaire au visage buriné, a aperçu la crosse de mon colt sous ma veste. Il n'a pas ri, il a sifflé doucement, avec un respect presque religieux. Un peacemaker, une sacrée pièce. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai raconté. Pas l'histoire de la ferme, mais celle de Kaobang. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a simplement hoché la tête et a levé son verre. À ceux qui restent debout. Dans le regard de cet inconnu, l'objet de mon humiliation a retrouvé sa noblesse. Il n'était plus une antiquité de paysan, mais l'outil d'un survivant. 5 ans après mon départ, une dernière lettre de Thérèse est arrivée. Son écriture était plus assurée. Elle était mariée, mère d'un petit garçon. Elle me racontait sa vie, simple, sans phare. Hélène avait réussi à Paris, mais ne donnait que de rares nouvelles. Notre mère s'était éteinte doucement dans son silence. Puis, Thérèse a écrit les mots qui ont scellé le passé. Je ne comprenais pas, à l'époque. J'étais en colère, mais je crois que je comprends maintenant. En partant, tu nous as forcés à grandir, à nous tenir debout par nous-mêmes. Ça a été la chose la plus difficile de notre vie, mais c'était peut-être nécessaire. Ce n'était ni une excuse, ni une invitation. C'était un constat, une reconnaissance tardive et apaisée. La validation finale n'est pas venue sous la forme du pardon, mais de la compréhension d'une vérité douloureuse. Parfois, pour que les autres puissent vivre,
Il faut d'abord sauver sa propre vie. Je n'ai jamais quitté Marseille. La mer a remplacé la terre dans mon paysage. Le colt est rangé au fond d'un coffre. Je n'ai plus besoin de son poids pour me sentir ancré. Ma vie est calme, construite sur mes propres termes. Je ne suis pas l'homme heureux que j'aurais pu imaginer être, mais je suis en paix. Une paix chèrement acquise, non pas sur un champ de bataille étranger, mais dans la guerre silencieuse que j'ai menée contre ceux que j'aimais. En partant, je n'ai pas détruit ma famille. Je l'ai forcée à se réinventer, tout comme je me suis réinventé moi-même. J'ai compris tardivement que mon premier devoir n'avait jamais été envers mon père, ma mère ou mes sœurs. Il avait toujours été envers le jeune homme qui avait survécu à une nuit d'enfer et qui méritait la chance de vivre la lumière du jour. Je n'ai jamais quitté Marseille. La mer, avec son horizon infini et son souffle salé, a remplacé la terre des Landes comme encre de mon existence. J'ai un petit atelier de mécanique près du port, un lieu qui sent l'huile chaude et le métal, où le bruit des outils couvre le tumulte de mes souvenirs. Mes journées sont simples, rythmées par le travail de mes mains, un labeur que j'ai choisi et qui ne nourrit personne d'autre que moi. Le soir, je marche le long des quais, regardant les lumières des navires qui partent pour des mondes que je ne connaîtrai jamais. Je ne ressens pas l'envie de les suivre. Mon plus grand voyage est déjà derrière moi. J'ai trouvé ici, non pas le bonheur, qui est une chose bruyante et éphémère, mais une forme de paix solide, bâtie sur les ruines de l'homme que j'étais censé être. C'est une paix qui a le goût de la solitude, mais c'est la mienne, et elle ne demande rien à personne. Je pense parfois à eux, à ma mère, à mes sœurs. La colère et l'amertume se sont dissoutes avec le temps, comme le sel dans l'eau. Je les vois maintenant non plus comme mes geôlières, mais comme des prisonnières elles-mêmes, enfermées dans un système de devoirs et d'attentes qu'elles n'avaient pas la force de questionner. La lettre de Thérèse que j'ai conservée est la preuve que mon départ, cet acte d'une violence inouïe, a paradoxalement été une libération pour elles aussi. Je les ai forcées à se confronter à leur propre force, à leur propre capacité à exister sans moi comme pilier. Je n'éprouve aucun regret, seulement le constat froid et triste qu'il a fallu détruire notre famille pour que chacun de ses membres ait une chance de se trouver. Mon amour pour elles n'est pas mort. Il s'est transformé en une compassion distante, le genre de pitié qu'on éprouve pour des compagnons d'une guerre lointaine et perdue. Le colt est au fond d'un coffre en fer, sous de vieux papiers et des outils dont je ne me sers plus. Je ne l'ai pas touché depuis des années. Son poids dans ma main ne me manque pas, car sa leçon est désormais gravée en moi. Il a été le symbole de tout mon parcours, l'héritage d'un aïeul que je devais honorer, l'objet de l'humiliation qui a failli me briser, l'instrument de ma survie brutale, et enfin, la clé de ma libération silencieuse. Il m'a appris que la valeur d'un homme ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la confiance absolue en son propre instinct lorsque le monde s'effondre. Il m'a enseigné que les règles établies par les hommes comme Dubois ne sont que du vent face à la réalité de la mort. Sa mission n'était pas de donner la mort, mais de me forcer à choisir la vie. Maintenant qu'il a rempli son rôle, il peut se reposer dans l'obscurité. Mon silence a changé de nature. Autrefois, c'était une armure passive, une façon d'endurer le monde sans m'y confronter. Aujourd'hui, c'est un espace que j'habite, un royaume intérieur où je suis le seul souverain. Dans mon atelier, parmi les moteurs et les engrenages, mes gestes parlent pour moi. Mes clients, des marins, des pêcheurs, des hommes simples, ne me demandent pas mon histoire. Ils jugent la qualité de mon travail, la solidité de mes réparations. Ma compétence est ma seule langue, et elle est comprise de tous. J'ai compris tardivement que la force que Dubois méprisait n'était pas une faiblesse. C'était une énergie contenue, une puissance qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être efficace. La véritable force ne fait pas de bruit. Elle attend son heure, et quand elle agit, elle change le cours des choses de manière irrévocable, comme une seule balle tirée dans le silence de la nuit. Je ne suis pas un homme heureux, pas au sens où on l'entend dans les livres. La joie exubérante m'est étrangère. Mais je ne suis pas non plus un homme malheureux. Je suis un survivant qui a cessé de se battre. J'ai accepté les cicatrices, visibles et invisibles. La plus profonde n'est pas celle que m'a laissée l'obus à Kaobang, mais celle de la rupture avec ma famille. C'est le prix que j'ai payé pour ma propre existence. Parfois, la nuit,
La solitude pèse sur mes épaules comme un manteau humide. Et je me souviens alors du poids écrasant du devoir, de cette sensation d'étouffement lent dans la maison familiale, et je sais que j'ai choisi la bonne peine. Entre une mort certaine de l'âme et une chance de vivre, même seul, le choix n'en était pas vraiment un. C'était la seule décision possible pour l'homme qui était revenu de la guerre. La lettre du vieux voisin est la seule chose que j'ai gardée de mon passé, avec celle de Thérèse. Ton père parlait souvent de partir. Cette phrase a résonné en moi pendant des années. J'ai compris que je n'avais pas trahi sa mémoire, mais que j'avais, d'une certaine manière, accompli son rêve inavoué. Il était resté, enchaîné par le même sens de l'honneur qui a failli me perdre. En partant, j'ai brisé le cycle de ce sacrifice silencieux. Je crois aussi avoir honoré mon grand-père d'une manière plus profonde qu'en gardant simplement son revolver. Il était parti chercher fortune. Il avait osé l'inconnu. Moi, je suis parti chercher ma propre vie. J'ai osé affronter la solitude. L'esprit du Colt n'était pas dans le métal, mais dans le courage de tracer sa propre voie, même si cela signifiait laisser tout le reste derrière soi. Aujourd'hui, en regardant le port de Marseille, je vois plus que des bateaux. Je vois des milliers d'histoires, des départs et des retours, des hommes qui cherchent, comme moi, un endroit où jeter l'ancre. Mon horizon n'est plus limité par les clôtures d'un pâturage. Il est aussi vaste que la mer. Je ne suis plus Louis-Henri Beaumont, l'éleveur des Landes. Je suis simplement Louis, un mécanicien. Mon identité n'est plus un héritage que je subis, mais une chose simple que je construis chaque jour, avec mes mains. Je ne me définis plus par ce que j'ai perdu, mais par ce que j'ai réussi à préserver. Une forme de dignité intacte, une liberté intérieure qui n'a pas de prix. C'est une vie modeste, sans gloire, mais elle est à moi. Et cela, après tout ce que j'ai traversé, est la seule victoire qui compte vraiment. Je n'attends plus rien, ni de la vie, ni des autres. Cette absence d'attente est la forme la plus pure de la liberté. La guerre m'a appris à survivre une nuit. Mon retour m'a appris à survivre à toute une vie. Je ne suis ni un héros ni un monstre. Je suis juste un homme qui a compris que son premier devoir n'était pas envers sa famille ou sa patrie, mais envers le jeune soldat tremblant qui, une nuit à Kaobang, a choisi de se battre pour voir le lever du soleil. Tout ce que j'ai fait depuis ce jour, chaque décision, chaque silence, a été pour honorer cette promesse. Je lui ai offert non pas une vie de bonheur, mais une vie de paix. Et tandis que le soleil se couche sur la Méditerranée, je sais que c'est assez. La terre m'avait pris ma vie, la mer me l'a rendue.